Grapevine, Texas, printemps 2002. Un agent immobilier prospère disparaît. Pas de coupable, pas d'arme, juste une voiture brûlée dans un parking. À l'intérieur, un corps en partie calciné, méconnaissable. Quelques jours plus tôt, une femme loue un camion Penske, le même modèle que celui repéré sur les lieux. Puis, dans un tom-tom, une silhouette qui ressemble à cette femme, payant avec une carte de fidélité, très suspect. Sans empreinte, sans arme, sans mobile évident, juste des pistes, et une femme à qui l'on demande « Où étiez-vous cette nuit-là » Pourquoi David Nixon a-t-il été tué? Et quelle vérité se cache derrière ce couple aspirant au bonheur au bord du lac? David Roy Nixon, né le 9 mars 1962 à Nashua, dans le New Hampshire, a grandi dans une famille où régnait l'amour et la joie de vivre. Il était l'enfant chéri de Henry et Doris Nixon. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par sa nature aimable, son ambition débordante et sa positivité constante. Son intelligence et sa créativité lui ont permis de s'épanouir dès son plus jeune âge. Après avoir terminé ses études secondaires, il s'est lancé dans une double carrière universitaire et commerciale, jonglant habilement entre ces deux mondes exigeants. Malgré une charge de travail considérable, David a su tirer son épingle du jeu et a obtenu brillamment son diplôme universitaire, une étape clé qui l'a propulsé dans le monde des affaires. Économiquement stable, il profitait de ses succès commerciaux et vivait dans la petite ville paisible de Grapevine, au Texas, loin de l'agitation des grandes métropoles. Cependant, en 1989, la vie de David a pris un tournant tragique lorsqu'il a perdu son père, Henry, avec qui il entretenait une relation très proche. Ce fut un coup dur pour lui, mais malgré le chagrin, il a trouvé la force de se relever. Cette même année, son destin a pris une tournure plus heureuse lorsqu'il a rencontré Donna, une belle jeune femme qui allait rapidement devenir son pilier. Leur relation s'est intensifiée et ils se sont mariés en 1990, marquant le début d'une nouvelle phase dans la vie de David. Un an plus tard, leur bonheur a été complété par la naissance de leur fils, Nicholas. David, animé par le désir de subvenir aux besoins de sa famille grandissante, s'est lancé dans la vente de biens immobiliers, un secteur où il allait véritablement briller. Sa persévérance et son sens des affaires l'ont mené à devenir l'un des agents immobiliers les plus influents de Grapevine, puis de toute la région nord de Dallas. David aimait particulièrement travailler avec les maisons de campagne de luxe, nichées dans les riches banlieues, où il gérait des transactions atteignant plusieurs millions de dollars. Malheureusement, son succès professionnel n'a pas suffi à protéger son mariage. En 1995, après une liaison avec une hôtesse de l'air nommée Lisa Hill, son mariage avec Donna s'est effondré. Malgré cette trahison, David et Donna ont réussi à maintenir une relation cordiale, notamment pour le bien de leur fils Nicholas, qu'ils ont tous deux continué à chérir et à soutenir. Après son divorce avec Donna, David n'a pas tardé à refaire sa vie en épousant Lisa, mais cette union n'a duré que 2 ans, avant de se terminer elle aussi par un divorce. Pourtant, cet homme n'est pas resté seul bien longtemps. Avant même que son divorce avec Lisa ne soit finalisé, il a croisé la route d'une autre femme, Tracy Frame, une séduisante comptable de 27 ans. Tracy décrivait David comme un homme charmant, doux et incroyablement facile à vivre, des qualités qui l'ont immédiatement séduite. David a rencontré Tracy à une période où elle ne s'intéressait guère aux rendez-vous, et encore moins aux relations sérieuses. Pendant un temps, elle avait même résisté aux avances persistantes de David, mais sa persévérance teintée de charme a fini par l'emporter. C'est ainsi que leur relation romantique a commencé. Très vite, le couple a pris la décision d'emménager ensemble dans la belle demeure de David à Grapevine, une ville qu'il chérissait tant. Tracy, bien que réticente au début, a finalement déménagé pour vivre avec lui. Les proches de David le décrivaient comme un véritable amateur de tout ce qui était raffiné et luxueux, des goûts qu'il nourrissait avec enthousiasme, même si cela dépassait parfois ses moyens. Ce penchant pour les objets de luxe, qui souvent ne correspondait pas à ses revenus, était l'une des caractéristiques marquantes de David, mais Tracy ne semblait pas s'en préoccuper outre mesure. David avait toujours cette capacité à se sortir des situations financières difficiles, continuant à mener une vie mondaine malgré ses problèmes d'argent. Malgré son engagement avec Tracy, David restait un père attentif et dévoué.
Il trouvait toujours du temps pour son fils, Nicolas. Leur lien n'avait jamais faibli. David le voyait régulièrement, le prenait pour les week-ends et les jours fériés et veillait à entretenir une relation solide avec lui, même au milieu de ses tumultueuses aventures sentimentales. Mais cette vie, bien qu'en apparence idyllique, cachait des fissures profondes. David était dans la fleur de l'âge lorsque sa vie a été brutalement écourtée, victime d'un meurtre aussi tragique que soudain. Le 18 avril 2002, tard dans la soirée, un automobiliste de passage a remarqué un incendie inquiétant et a immédiatement contacté les pompiers. Ces derniers, après avoir réussi à maîtriser les flammes, ont fait une découverte troublante. Un corps semblait être enveloppé dans un matériau suspect. Face à cette découverte macabre, ils ont rapidement alerté la police. En pleine nuit, un enquêteur du commissariat local a été dépêché sur les lieux pour examiner cette scène qui s'annonçait sinistre. Il s'agissait de la nouvelle maison de David Nixon, située à Grand Prairie, au Texas, où il avait déménagé peu de temps avant que sa vie ne prenne un tournant tragique. Dès que l'enquêteur est sorti de son véhicule, l'odeur suffocante de brûlé et de chair carbonisée a envahi l'air. Devant lui, gisant sur le sol, se trouvait un corps enveloppé dans plusieurs couches de tissu, des matériaux qui n'avaient pas entièrement brûlé. Très vite, il a reconnu ces objets comme étant une couverture chauffante électrique, solidement attachée avec une bâche et une corde. Le spectacle était effroyable. Le corps était tellement calciné qu'il était impossible de distinguer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Toutefois, en observant les traits, encore légèrement visibles du visage, l'enquêteur a pu déduire que la victime avait la peau claire. La situation demandait une intervention délicate. L'enquêteur a donc appelé des renforts pour s'assurer que le corps soit retiré avec le plus grand soin. Il a fallu plusieurs heures de travail minutieux pour extraire les restes carbonisés sans les endommager davantage. Une fois cette tâche accomplie, une inspection détaillée de la scène du crime a révélé d'autres indices, des traces de pneus et des matériaux fibreux, très probablement utilisés pour alimenter l'incendie. Ces fibres ont rapidement été identifiées comme provenant d'une couverture chauffante, renforçant l'idée d'un acte criminel prémédité. Malgré ces découvertes, les enquêteurs se trouvaient face à un défi de taille. Aucune autre preuve tangible ne semblait indiquer l'identité du meurtrier. Les traces laissées sur le site étaient minces, et l'incendie avait détruit une grande partie des éléments qui auraient pu être cruciaux dans l'enquête. Le mystère restait entier. La réponse est finalement venue de l'autopsie. Le médecin légiste a identifié la victime comme un homme d'environ 40 ans. Cause du décès? Une seule balle. Un tir précis, en plein cœur, mort sur le coup, bien avant que les flammes ne consument son corps. Et ce petit détail a tout changé, parce que ce n'était pas un accident. C'était un meurtre, calculé, froid, silencieux. Le corps ne portait aucune trace de lutte, ce qui suggérait que la victime n'avait jamais vu venir son assassin. L'identité, elle, restait encore inconnue. Mais pour les enquêteurs, une hypothèse se dessinait peu à peu. Ce corps pourrait bien être celui du propriétaire de la maison, David Nixon. Quelques jours plus tard, la confirmation est tombée. Grâce à la comparaison des dossiers dentaires, les enquêteurs ont pu identifier formellement la victime. Il s'agissait bien de David Nixon, agent immobilier de 40 ans, passionné de jeux d'argent. Et cette fois, le destin ne lui avait laissé aucune mise de secours. La nouvelle a provoqué une onde de choc, un véritable traumatisme pour ses proches, mais surtout pour son fils, le petit Nicolas. Ce jour-là, il avait prévu d'appeler son père, juste pour parler un peu, comme il le faisait souvent. Mais David n'a jamais décroché, et Nicolas a senti quelque chose, un mauvais pressentiment, impossible à expliquer. Il n'imaginait pas une seule seconde que son père était déjà mort. Donna, l'ex-épouse de David, a elle aussi été anéantie. Leur histoire d'amour était terminée, certes, mais pas leur lien, pas cette complicité qui les unissait encore, ne serait-ce que pour le bien de leur fils. Très vite, les regards se sont tournés vers la dernière personne ayant partagé la vie de David, Tracey Frame. Les amis du couple décrivaient une relation plutôt paisible, harmonieuse, mais ils reconnaissaient aussi que certaines disputes éclataient, souvent à cause de l'argent. David pariait, trop, et Tracey, elle, n'en pouvait plus de ses dépenses incontrôlées. Il vivait au-dessus de ses moyens,
Elle lui faisait remarquer. Lui, de son côté, balayait les reproches d'un revers de la main. Ce n'était pas ses affaires. Au printemps 2002, après presque 4 ans de vie commune, la rupture est devenue inévitable. Ils ont décidé de se séparer. Mais rien n'était simple. L'argent, encore lui, allait transformer cette séparation en guerre froide. David croulait sous les dettes, plus de 100 000 $ à rembourser. Pour protéger son patrimoine, ou plutôt ce qu'il en restait, il avait pris une décision risquée, transférer la propriété de sa maison à Tracy. Une maison somptueuse, avec patio discret et piscine chauffée. Une perle immobilière. Et après leur rupture, Tracy a voulu la garder, pour elle seule, comme un dernier coup de poker. David, lui, avait tout tenté pour récupérer sa maison. Il voulait éviter un procès, trouver une solution à l'amiable. Mais Tracy ne voulait rien entendre, et les choses ont dégénéré. Le 9 avril, la tension a franchi un cap. David a dû appeler la police. Il a affirmé que Tracy avait profité de son absence pendant un déplacement professionnel dans une autre ville pour changer les serrures de sa propre maison. Il était furieux et surtout impuissant. Les agents sont intervenus pour apaiser le conflit et d'après Tracy, cette soirée s'est terminée autour d'une table. Ils auraient essayé de discuter, de trouver un terrain d'entente. Elle affirmait avoir investi de l'argent dans des rénovations, mais impossible pour elle de le prouver. Aucun reçu, aucun transfert, rien. Le désaccord persistait, et dans la maison, l'ambiance devenait irrespirable. 15 jours plus tard, David était retrouvé mort. Et forcément, tous les regards se sont tournés vers elle. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun autre conflit dans sa vie, pas d'ennemi, pas de rival, pas de dette menaçant sa vie. Le seul point de tension, c'était cette histoire de maison. Et dans ce genre d'affaires, on le sait, les crimes les plus violents sont souvent commis par ceux qui partagent votre quotidien. Tracy, de son côté, s'est montrée totalement coopérative. Elle a répondu aux questions ouvertement. Selon elle, rien ne justifiait qu'on veuille tuer David. Elle ne comprenait pas. Mais Donna, l'ex-femme de David, elle, n'avait aucun doute. Dès qu'elle a appris la mort de son ex-mari, elle s'est rendue immédiatement au poste de police. Et ce qu'elle a remis aux enquêteurs a tout changé. Une lettre, écrite par David lui-même, une sorte de testament émotionnel dans lequel il confiait ses craintes. Il y disait craindre pour sa vie, et il y écrivait noir sur blanc que si un jour il lui arrivait quelque chose, il fallait se tourner vers une seule personne, Tracy Frame. Pendant qu'il était en vie, David n'avait jamais porté plainte. Il avait minimisé les tensions, comme s'il avait honte d'être dans cette situation. Mais Donna, elle, savait. Elle avait vu la peur dans ses yeux. Elle connaissait les enjeux autour de la maison. Tracy ne semblait pas décidée à tourner la page. Au contraire, elle provoquait constamment de nouvelles disputes, cherchait la confrontation. Lorsque Donna a appris que leur fils n'arrivait pas à joindre David le jour du drame, elle a aussitôt tenté de contacter Tracy pour comprendre, pour savoir s'il s'était passé quelque chose. Mais la réponse qu'elle a reçue a été glaçante. Tracy a déclaré qu'elle ne suivait plus la vie de son ex et que ça ne l'intéressait plus. Pour elle, David pouvait être n'importe où, en train de boire, de jouer ou les deux. Elle a même ajouté qu'il parlait récemment de sortir avec des amis ou de s'installer dans un nouvel appartement. Peut-être avait-il dormi à l'hôtel. Après tout, les escapades à Las Vegas le week-end, ce n'était pas rare chez lui. Et puis, selon elle, il aimait fréquenter les casinos, accompagné de jolies filles. Voilà ce qu'elle a répondu à Donna. Ni tristesse, ni inquiétude. Juste un détachement glaçant. Et pourtant, malgré leur rupture, Tracy et David vivaient toujours sous le même toit. La maison de Grapevine, celle pour laquelle il s'était tant déchiré, était devenue un territoire miné. Mais un accord avait été trouvé. David allait bientôt déménager. Il avait déjà trouvé une nouvelle adresse à Grand Prairie. Il lui restait juste à faire ses cartons et à organiser son départ. Cela devait se faire dans les jours suivants. Selon Tracy, ils avaient discuté des modalités du déménagement. David lui avait même demandé de louer un camion de transport pour éviter les complications. Elle avait accepté. Elle avait appelé la société, réservé un véhicule, et même loué un diable pour faciliter le chargement. Le jour venu, David avait récupéré ses affaires et s'était rendu dans sa nouvelle maison.
avec l'intention de revenir chercher le reste plus tard. Mais il n'est jamais revenu. Pour la police, aucun doute. Tracy était une figure centrale dans cette enquête. Le contexte explosif, les tensions, le conflit immobilier, tout pointait vers elle. Et dès le départ, les enquêteurs lui ont accordé une attention particulière. Trop de coïncidences, trop de raisons de vouloir se débarrasser de lui. Dès le premier interrogatoire, ils l'ont confronté à la nouvelle du décès. Et là, tout le monde s'attendait à voir une femme effondrée, dévastée, une compagne bouleversée par la perte de celui qu'elle avait aimé, mais la réalité a été tout autre. À peine informée, Tracy n'a posé qu'une seule question. Comment avez-vous identifié le corps? Un réflexe étrange, trop étrange. Cette remarque a immédiatement alerté les enquêteurs. Plus tard, Tracy affirmera n'avoir jamais posé cette question. Mais le doute était là, et ce premier échange n'a fait que renforcer les soupçons. Les enquêteurs se sont alors penchés sur les dernières semaines du couple. Tracy leur a confié que leur relation s'était encore plus détériorée peu avant le drame. Selon elle, tout avait empiré après un événement personnel douloureux. Elle a expliqué avoir perdu un enfant. À l'automne précédent, elle avait appris qu'elle était enceinte de David, une grossesse qui avait coïncidé avec une période noire. Leur relation s'effondrait, et sa santé aussi. Face à l'instabilité de leur couple, elle avait finalement décidé d'interrompre la grossesse, une décision qu'elle avait prise seule, mais qu'elle ne lui avait jamais pardonnée. Car dans son esprit, c'était lui le coupable. Tracy avait attendu de son compagnon du soutien et de la compassion dans un tel moment, mais selon ses propres mots, il avait montré une totale indifférence. Après cela, Tracy s'était définitivement convaincue qu'elle ne voulait plus rester avec un homme aussi insensible. Il est important de préciser que les enquêteurs n'avaient trouvé aucune preuve objective confirmant la réaction attribuée à David. Tout avait été consigné uniquement d'après les déclarations de Tracy. Lors du premier interrogatoire, les détectives ont observé la suspecte avec attention. Très vite, tous les policiers se sont dit convaincus qu'elle mentait. Les enquêteurs ont noté qu'elle esquivait les réponses directes, que ses propos étaient contradictoires et que son langage corporel trahissait une fausse version des faits. Malgré tout, Tracy a continué d'affirmer son innocence, jurant qu'elle ne savait rien des circonstances du crime. Elle pleurait et niait son implication, et comme elle niait toute implication, les détectives n'ont pas pu porter d'accusation faute de preuves solides. Sans éléments tangibles, Tracy a été libérée du poste de police. Des fouilles minutieuses ont ensuite été menées sur la scène du crime ainsi que dans le réseau d'égouts pluviaux. Malheureusement, l'intervention des pompiers au moment de l'incendie avait détruit de nombreux indices. La seule découverte significative a été celle de traces de pneus, que la police a estimé correspondre à un fourgon que Tracy avait loué pour son ex-compagnon. Dans les canalisations, on a également retrouvé de petits fragments de tissu ressemblant au matériau dans lequel le corps de Nixon avait été enveloppé. Tout laissait penser que le criminel avait tenté de dissimuler le corps dans les égouts, mais en vain. La plupart des proches du couple ont décrit Tracy comme une femme querelleuse et provocatrice. L'opinion générale à son sujet était plutôt négative, mais cela n'a clairement pas suffi pour l'accuser de meurtre. Les enquêteurs se sont donc tournés vers les enregistrements des caméras de surveillance situées près de la maison de la victime. Ce même jour, non loin d'un magasin voisin, une caméra avait capté l'image d'une femme ressemblant fortement à Tracy. Les images n'étaient pas de bonne qualité, mais elles ont suffi à lancer une reconstitution des événements. En visionnant des dizaines d'heures de vidéos, les enquêteurs ont fini par repérer le fameux fourgon jaune, semblable à celui que Tracy avait loué. Le véhicule avait stationné tout près de la nouvelle maison de David, et ses pneus semblaient correspondre aux empreintes relevées sur les lieux du crime. Plus tard, une autre vidéo a montré une Lexus blanche, ressemblant au véhicule de Tracy, garée sur un parking 3 jours après la mort de David. Les caméras ont de nouveau filmé une femme entrant dans un magasin, y faisant des achats, puis repartant. Les employés de ce magasin ont rapporté que la cliente avait acheté une grande quantité de produits de nettoyage, ce qui avait éveillé de lourds soupçons. Les enquêteurs ont formellement identifié Tracy sur ces images et les interrogatoires à son sujet sont devenus plus intenses. Pourtant, elle a continué de nier toute implication dans le meurtre.
Elle a affirmé que toutes les preuves réunies par la police avaient été fabriquées pour la faire accuser injustement et clore rapidement l'enquête. Pour prouver son innocence, Tracy a insisté sur le fait qu'elle se trouvait chez ses parents, à Arlington au moment des faits. Cependant, il n'a pas été possible de confirmer sa présence dans une autre ville, car ses proches étaient absents à ce moment-là. Faute de preuves suffisantes, la police n'a pas pu immédiatement l'inculper, mais un mandat de perquisition a été obtenu pour fouiller son domicile. Les enquêteurs pensaient que Tracy avait ôté la vie de David pendant son sommeil, en l'atteignant en plein cœur avec une balle dans sa propre maison. Selon les experts, il est probable que David n'ait rien ressenti. Le fait que Tracy ait acheté un nouveau matelas juste après la mort de David a renforcé les soupçons. La présence de nombreux produits de nettoyage dans la maison, correspondant à la liste d'achats relevée dans le magasin où elle avait été filmée par les caméras, posait également question. La mort de David promettait à Tracy un avantage considérable. La maison. Donna, l'ex-femme, pensait que cet héritage immobilier avait été la véritable raison du crime. Tracy, elle, a catégoriquement nié tout intérêt financier lié au décès de son ancien compagnon. Selon elle, il était parfaitement légitime que la maison lui appartienne, puisque David l'avait mise à son nom. Elle a affirmé qu'il n'existait aucune police d'assurance-vie où elle aurait figuré comme bénéficiaire et qu'en l'absence de mariage officiel, elle n'avait aucun autre droit sur ses biens. Le mobile envisagé par les enquêteurs n'était donc pas uniquement financier, mais pouvait aussi relever d'un désir de vengeance lié à la rupture. Après le meurtre, Tracy aurait utilisé le fourgon jaune qu'elle prétendait avoir loué pour le déménagement de David. Il était possible que ce stratagème ait été prévu dès le départ pour brouiller les pistes. Les détectives supposaient qu'elle avait transporté le corps grâce à un diable de manutention, l'ayant sanglé avant de le déplacer. Ensuite, elle l'aurait conduit jusqu'à la nouvelle maison de David. Sur les lieux, des fibres ont été retrouvées, indiquant que Tracy avait probablement tenté de se débarrasser du corps en le jetant dans les égouts pluviaux. Mais elle n'y était pas parvenue. Les enquêteurs ont estimé qu'elle avait alors abandonné le corps sur place, puis qu'elle était revenue 2 jours plus tard pour mettre son plan à exécution. C'est à ce moment-là que les caméras l'avaient filmée. Tout indiquait qu'elle avait voulu faire disparaître les preuves en incendiant le corps. Elle avait enveloppé David dans une bâche et un plaid électrique, pensant tout réduire en cendres. Mais le destin en avait décidé autrement. Un automobiliste avait remarqué les flammes et appelé les pompiers. Si son plan avait fonctionné, elle aurait pu se débarrasser des restes carbonisés en les jetant dans les égouts. Ce hasard lui avait fait échouer. Le lendemain, Tracy a été arrêtée et inculpée pour la mort de David Nixon. Lors de la première audience, le juge a décidé de libérer la suspecte sous caution. Tracy a reçu un bracelet électronique qu'elle devait porter jusqu'à l'ouverture de son procès pour meurtre. Contrairement à l'opinion des proches de David, qui la croyaient coupable, Tracy a pu compter sur son propre cercle de soutien. Le plus fidèle de ses défenseurs a été Ronald Taylor, un dentiste local, voisin du couple. Originaire du Royaume-Uni, il s'était installé au Texas où il avait choisi de vivre. Lui et Tracy étaient amis depuis longtemps. Malgré toutes les accusations portées contre elle, Ronald restait persuadé qu'elle n'était pas la femme décrite par ses détracteurs. Selon lui, avec l'addiction de David au jeu d'argent, il était tout à fait possible qu'il se soit fait des ennemis prêts à vouloir sa mort. Outre ses dettes, David ne semblait pas vouloir mettre un frein à son mode de vie. Il perdait des sommes importantes au casino et dépensait aussi beaucoup en services d'escorte. Pour Ronald, il aurait fallu envisager d'autres suspects, dotés d'un mobile bien plus solide que Tracy. Mais l'enquête a rapidement montré que David n'avait aucune dette impayée. Certes, il empruntait parfois de l'argent et le perdait dans les jeux, mais il remboursait toujours ses créanciers. Cette piste de défense s'est donc révélée fragile. L'attitude combative du dentiste et son soutien constant ont marqué le début d'un rapprochement plus intime entre lui et Tracy. Après sa libération sous caution, leur relation s'est transformée en une histoire amoureuse, puis en fiançailles. Ronald était déterminé à se battre pour l'innocence et la liberté de celle qu'il voyait désormais comme sa future épouse. Il a pris une part active dans la recherche d'un bon avocat. Grâce à lui, en 2005, Tracy a pu engager un avocat réputé, spécialisé dans les affaires criminelles. Cet avocat, fort de son expérience, s'est dit convaincu de la faiblesse du dossier d'accusation.
Selon lui, les enquêteurs ne disposaient que d'indices indirects, insuffisants pour conclure à la culpabilité de Tracy, et il croyait fermement à un dénouement favorable. L'avocat a expliqué que l'arrestation de sa cliente, intervenue à peine un jour et demi après le début de l'enquête, avait été prématurée. Ce laps de temps était bien trop court pour examiner correctement l'ensemble des suspects potentiels et évaluer le rôle réel de Tracy. Une telle rapidité pouvait se comprendre dans le cas d'une arrestation flagrante, par exemple avec une arme encore en main, mais la situation ici était totalement différente. En général, a-t-il insisté, les enquêteurs consacrent beaucoup plus de temps à analyser les faits et à cerner l'entourage d'une victime. Or, dans ce dossier, tout donnait l'impression d'une enquête précipitée, orientée vers la première suspecte venue, dans le but d'abréger les recherches. De plus, selon la défense, le parquet n'avait présenté aucune preuve directe de l'implication de Tracy dans le crime. Ni dans la maison, ni dans la voiture, on n'avait retrouvé de traces d'ADN ni d'empreintes digitales lui appartenant. L'arme du crime, un pistolet, n'avait jamais été retrouvée. Toute l'accusation reposait surtout sur les témoignages de plusieurs personnes persuadées de la culpabilité de Tracy à cause de ses querelles avec la victime. Leur relation avait été tendue, et peu de temps avant sa mort, David avait même obtenu une ordonnance restrictive à l'encontre de Tracy. Dans ce contexte, son récit selon lequel David lui aurait demandé de l'aider à déménager paraissait douteux, puisque, d'après les proches, il faisait tout pour l'éviter. L'avocat de la défense, ayant eu connaissance de l'existence d'enregistrements vidéo des interrogatoires, a déposé une requête pour en obtenir copie. Après analyse, il a affirmé que les détectives avaient utilisé des méthodes de manipulation psychologique, exerçant une pression destinée à obtenir certains aveux. Selon lui, leurs actes avaient été délibérés, visant à façonner une image négative de Tracy. Le principal argument de l'accusation reposait sur des vidéos de surveillance. On y voyait Tracy garer son Lexus blanc, monter dans un véhicule de location et acheter des produits de nettoyage dans des magasins proches du lieu où le corps avait été découvert. Des copies de reçus, obtenues auprès des commerces, confirmaient ces achats. En utilisant une carte de fidélité nominative, Tracy avait même bénéficié d'une réduction. Pourtant, elle a nié posséder cette carte et a affirmé qu'elle n'aurait jamais laissé une telle trace si elle avait réellement cherché à agir dans la discrétion. Pour elle, il s'agissait d'un coup monté. La comparaison entre les produits de nettoyage saisis lors de la perquisition chez Tracy et ceux achetés dans le magasin avait en revanche renforcé la conviction des enquêteurs. Il s'agissait bien des mêmes articles. La défense, pour sa part, a avancé plusieurs hypothèses pour expliquer la mort de David Nixon. Selon elle, le meurtre pouvait être lié à une tentative de cambriolage ou à une vengeance préméditée en rapport avec son addiction au jeu et ses dettes. L'avocat a aussi désigné une autre personne comme suspect potentiel, Jerry Wowell, un vieil ami de David. Tous deux passaient régulièrement du temps ensemble dans une maison de campagne, et Jerry connaissait également Tracy. D'après l'accusé, Jerry avait emprunté de l'argent à David, mais refusait de le rembourser. Or, récemment, David, en proie à des difficultés financières, avait commencé à le presser fortement pour récupérer son dû. Tout cela aurait très bien pu constituer un mobile pour commettre le crime. Les enquêteurs ont donc décidé de vérifier ce nouveau suspect. Jerry a tout de suite compris que Tracy tentait de rejeter sur lui la responsabilité du meurtre. En apparence, il avait le profil idéal. Il connaissait la victime, il avait parfois emprunté de l'argent, mais il a catégoriquement nié toute implication dans l'affaire. Selon ses propres déclarations, Jerry travaillait dans la revente de voitures d'occasion. Quelques mois avant le drame, il avait eu un besoin urgent de liquidité. Il avait alors sollicité David, qui lui avait accordé un prêt. D'après Jerry, il avait remboursé cette somme après Noël. Il a expliqué que la nuit de la disparition, ils avaient prévu de se voir, car David projetait d'acheter un nouveau bateau. Ils auraient dû célébrer ensemble l'acquisition. La dernière fois qu'il avait parlé à David, c'était le matin même du jour de sa disparition. Il s'était appelé et s'était donné rendez-vous. Mais David n'était jamais venu. Et à partir de ce moment-là, il n'avait plus répondu aux appels. Ce n'est que plus tard que Jerry a compris ce qui s'était passé. L'avocat de Tracy a, de son côté, rappelé qu'au moment de sa disparition, David portait sur lui 25 000 $ en liquide destinés à l'achat du bateau.
Jerry, quant à lui, a insisté. Il n'avait pas rencontré David ce jour-là, il n'avait plus de dette, et par conséquent aucun mobile. De plus, son alibi a été confirmé. Jerry a donc été écarté de la liste des suspects. Quand cette piste s'est effondrée, Tracy a avancé une nouvelle théorie. Elle a accusé Donna, la première épouse de David. En effet, 2 mois avant la tragédie, David avait souscrit une assurance vie d'un montant de 500 000 $, désignant son fils comme bénéficiaire principal et Donna comme bénéficiaire secondaire. Comme Nicholas était encore mineur, c'est son ex-femme qui a touché l'indemnité. Tracy a affirmé que Donna avait donc eu un mobile, puisque son nom n'apparaissait pas en premier sur le contrat. Mais Donna a rétorqué qu'elle n'avait en réalité perçu qu'une somme dérisoire, environ 10 000 $, destinée à l'entretien de leur fils. Selon elle, il était absurde de considérer cela comme un mobile. En vie, David aurait versé bien davantage en pension alimentaire. Dès le début, le fils de la victime, Nicholas, avait lui aussi soupçonné Tracy. Il avait été témoin de leur violente dispute, affirmant que c'était toujours elle qui en était à l'origine. L'avocat de la défense, lui, a continué de marteler que le parquet ne disposait d'aucune base solide pour accuser Tracy et que les enquêteurs avaient délibérément ignoré d'autres pistes plausibles. Plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort de David. Et enfin, Tracy devait comparaître devant le tribunal. Elle et son avocat affichaient un certain optimisme, persuadés que les arguments de l'accusation restaient faibles. De son côté, le ministère public était convaincu de sa culpabilité. Selon lui, Tracy présentait un état émotionnel instable, une tendance à l'agressivité et, dans ce contexte, un mobile n'était même pas indispensable. Mais le fait qu'elle risquait de perdre la maison constituait un motif majeur. David aurait pu tenter de récupérer son bien. Son fiancé, le dentiste Ronald Taylor, ne cessait de répéter que la justice commettait une erreur dramatique, risquant de condamner une innocente. Il restait persuadé que Tracy n'avait rien à voir avec ce meurtre et soutenait l'idée que la carte de fidélité utilisée lors des achats avait pu être volée pour mieux la piéger. La défense a continué de marteler que l'accusation n'avait présenté aucune preuve scientifique, aucun témoin direct et même pas l'arme du crime. Pour l'avocat, le dossier reposait uniquement sur des présomptions insuffisantes pour appuyer des accusations aussi graves. Tracy, elle, affirmait qu'elle était victime d'une vengeance orchestrée. Elle répétait qu'elle était innocente et prédisait que le véritable coupable ne serait jamais inquiété. Selon elle, l'enquête avait été superficielle, bâclée, sans analyse approfondie des détails. Mais le ministère public avait un atout, le témoignage de Nicholas, le fils de la victime. Il a déclaré que son père possédait un pistolet conservé dans un coffre-fort installé dans la chambre, là où Tracy vivait également. Malgré les fouilles, l'arme n'a jamais été retrouvée. Le garçon pensait que Tracy avait eu accès au coffre, qu'elle s'était emparée du pistolet avant de s'en débarrasser. Face à cela, Tracy a nié. Elle a affirmé que David n'avait jamais possédé d'armes dans la maison. Du moins, elle n'en avait jamais vu. Mais elle n'a pas su expliquer pourquoi elle avait acheté un nouveau matelas juste après la mort de son ex-compagnon. L'accusation supposait que l'ancien avait pu être taché de sang. D'autres témoignages sont venus renforcer le dossier. Les employés d'un magasin de bricolage ont reconnu Tracy comme étant la cliente ayant utilisé une carte de fidélité à son nom lors de l'achat d'une grande quantité de produits de nettoyage. Ces produits étaient précisément ceux destinés à éliminer des taches de sang. Pire encore, Tracy avait demandé conseil aux vendeurs du rayon entretien pour trouver un produit capable d'effacer définitivement des traces de sang sur un tapis. Lors de la perquisition, ces mêmes produits avaient été retrouvés chez elle. Pour l'accusation, il ne faisait plus de doute. Toutes ces pièces, mises bout à bout, formaient un puzzle accablant, confirmant que Tracy avait organisé et exécuté le meurtre de David Nixon. La défense a une nouvelle fois tenté de présenter Donna comme une coupable possible, affirmant qu'elle avait eu des raisons suffisantes pour commettre le crime. Pourtant, la somme qu'elle avait réellement touchée, à peine 10 000 $, apparaissait bien trop faible pour justifier un acte aussi grave. Parallèlement, l'hypothèse d'une implication de Lisa, la deuxième épouse de David, a été étudiée, mais son alibi s'est révélé irréprochable. L'analyse minutieuse de ses téléphones portables et de ses données de géolocalisation, ainsi que celle de Donna, n'a montré aucun lien avec le lieu du crime.
Les témoignages ont au contraire confirmé qu'elles avaient gardé des relations cordiales avec leur ex-mari. Quant à Lisa, elle n'avait tout simplement aucun mobile pour souhaiter sa mort. À la fin du procès, Tracy a perdu son assurance. Elle a lâché une phrase glaçante. « Je ne crois plus en la justice. Je ne sais pas ce que je vais ressentir désormais. » Le procès a duré 2 semaines. Le jury a rendu son verdict après moins de 4 heures de délibération. Tracy a été reconnu coupable. La peine est tombée, 40 ans de prison. Ce jugement a apporté un soulagement à la famille de David. Beaucoup ont exprimé un sentiment de justice enfin rendu, sauf Ronald Taylor. Resté fidèle à sa fiancée derrière les barreaux, il n'a cessé de clamer son innocence. Chaque week-end, il est venu lui rendre visite, déterminé à lui prouver qu'elle n'était pas seule. Grâce à son soutien, Tracy a tenté de faire appel, mais la Cour a rejeté sa demande. Aujourd'hui, elle espère obtenir prochainement une libération conditionnelle. Ronald, lui, continue inlassablement de l'attendre et de lui rendre visite, semaine après semaine. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-elle réellement coupable ou victime d'une erreur judiciaire? Vos avis comptent. Partagez-les en commentaire. Et à très bientôt pour une nouvelle affaire.